polarité horizontale. Le satellite Amos, position 15 degrés Est, fréquence 12 333, symbol rate 30 000, polarité verticale. For You Télévision est également disponible sur les bouquets créés au Link.com, Star Times, sur nos différentes plateformes numériques et sur l'application For You Media, téléchargeable sur Play Store. En bonus, profitez de la pertinence de nos sujets d'actualité et de l'interactivité de toutes nos émissions. Participez par appel WhatsApp au +237 693 589 668. Sur Skype, For You TV. For You Télévision, votre nouvelle chaîne panafricaine qui vous offre une autre vision du monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur For You Télévision, bienvenue à cette autre édition du Grand Journal sur votre chaîne panafricaine. Les titres: au Cameroun, l'après tête-à-tête entre son Excellence Paul Biya et Emmanuel Macron continue d'alimenter les débats sur plusieurs sujets, à l'exemple de la transition au sommet de l'État. Au Mali, les jours semblent se suivre et se ressembler dans plusieurs villes du pays. Si ce n'est pas un village qui est visé par les terroristes, ce sont alors les FAMA ou encore des installations visant l'amélioration des conditions de vie des populations qui payent les frais des actes terroristes. Une situation qui amène donc à se demander si ce n'est pas l'œuvre d'un sabotage. Et puis au Burkina Faso, le pardon de Blaise Compaoré fait jaser au point de susciter des analyses. Et votre télévision s'y est également penchée. À suivre donc dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir chers téléspectateurs de For You Télévision. Ouvrons donc ce journal avec ce qui fait donc l'actualité sur le continent africain. Tout d'abord, la tournée donc africaine du président Emmanuel Macron qui donc après le Cameroun a donc mis le cap du côté du Bénin justement pour cette première sortie officielle avec bien sûr le président Patrice Talon. Plusieurs sujets donc ont été abordés: la sécurité alimentaire, la coopération artistique et bien évidemment culturelle. Des précisions donc évoquées par la secrétaire d'État française en réponse aux Français de l'opposition justement qui exhorte Emmanuel Macron dorénavant à aborder également avec Patrice Talon, son homologue béninois, les questions donc liées aux questions individuelles du Bénin. Kouetou. Le Bénin est la seconde étape de la tournée africaine du président Emmanuel Macron. Après Yaoundé au Cameroun, le chef d'État français est arrivé à Cotonou au Bénin le mercredi 27 juillet 2022, accueilli par son homologue béninois Patrice Talon. La dernière rencontre entre les deux hommes remonte au 16 février 2022 au palais de l'Élysée en France. S'ensuivait à Cotonou quelques jours plus tard, les 18 et 19 février, l'inauguration de l'exposition événement Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, trésors royaux et art contemporain du Bénin. Événement où le président français avait choisi de se faire représenter par sa ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Les questions culturelles et particulièrement celles liées aux trésors royaux d'Abomey seront au cœur de la visite d'Emmanuel Macron au Bénin. Pomme de discorde des relations diplomatiques entre la France et le Bénin, les trésors royaux d'Abomey, pillés par la France durant la colonisation, ont été restitués au Bénin au mois de novembre 2021 après moult tractations des autorités béninoises. 26 œuvres en tout que les deux chefs d'État vont visiter ensemble comme pour enterrer la hache de guerre et repenser les rapports diplomatiques entre les deux pays. Le président français Emmanuel Macron, pour sa première visite officielle au Bénin, vient avec pour objectif la lutte antiterroriste, la sécurité alimentaire, la coopération artistique et culturelle, a rappelé la secrétaire d'État française, Laurence Baume, en réponse à une lettre co-signée de 76 députés français de l'opposition qui appelle le président Macron à soulever la question des libertés politiques et individuelles au Bénin. Cette lettre adressée à Emmanuel Macron quelques heures avant son déplacement au Bénin par les députés écologistes
socialistes, communistes et marcheurs du parti En Commun, exhortent au chef de l'État français de faire pression sur le président Patrice Talon pour la libération d'opposants politiques, à l'instar de l'ancienne garde des Sceaux Reka Yamadougou et le constitutionnaliste Joël Aivo, qui ont été condamnés respectivement à 20 ans et 10 ans de prison. Face à la concurrence de la Chine et de la Russie, le président français entend pourtant miser sur une approche soft power pour redynamiser les liens avec certains pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, qui est au cœur de la lutte anti-djihadiste. Tout comme le Togo voisin, le Bénin essaye de contrer la menace qui touche l'Afrique de l'Ouest. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron, s'adressant aux armées françaises, a estimé qu'il fallait repenser la politique militaire de la France en Afrique et même changer de paradigme. Une sortie qui avait eu l'effet d'une bombe, dont on attend peut-être de voir les prémices au sortir de cette visite dans l'ancien grand royaume du Dahomey. Et nous restons dans le sillage justement des tournées africaines pour justement dire que ces derniers jours, le continent africain est super courtisé par des pays occidentaux. Si d'un côté, c'est le président français Emmanuel Macron qui a donc entamé sa toute première visite officielle après sa réélection. D'un autre, il y a bien sûr Sergueï Lavrov, le ministre des Relations extérieures, mais également des Affaires étrangères de la Russie, qui avait déjà également aussi entamé une visite africaine. Et donc, après l'Égypte, le Congo et l'Ouganda, Sergueï Lavrov s'est donc rendu ce jour même du côté de l'Éthiopie, où il a justement mis en terme donc à cette étape sur la tournée africaine. Et donc c'est donc à Addis Abeba que se trouve le siège de l'Union africaine, d'où l'importance justement de clôturer cette tournée de Sergueï Lavrov en Afrique. Pour Emmanuel Macron, la tournée se poursuit du côté de la République de Guinée, après effectivement le Bénin. Et donc, après le Bénin, place actuellement au Burkina Faso. Nous, la notion justement en titre, donc depuis hier, ça fait jaser cette annonce ou encore cette note envoyée donc depuis Abidjan pour Ouagadougou, la note du pardon, la note des excuses adressée donc à la famille de Thomas Sankara, mais également au peuple burkinabé. Il faut donc le dire, dans ce message envoyé donc par Blaise Compaoré, par les mains de sa fille, le porte-parole du gouvernement a donc rendu public ce message. C'était donc sur la chaîne nationale où Blaise Compaoré a officiellement donc demandé pardon, comme nous le disons plus haut, à la famille non seulement de Thomas Sankara, mais également au peuple burkinabé. Plus de précisions justement sur cette actualité. Et avec vous, Bala. Message de son Excellence, M. Blaise Compaoré, ancien président. En exil en Côte d'Ivoire depuis plus de 7 ans, 8 pour être plus précis, est condamné à la prison à vie dans le dossier de l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara. L'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, a définitivement demandé le mardi 26 juillet 2022 pardon à la famille de son prédécesseur Thomas Sankara, ainsi qu'au peuple burkinabé pour tous les actes commis lors de sa gestion du Burkina Faso durant 27 ans. Pour ma part, je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leurs familles de m'accorder leur pardon. Je souhaite que nous puissions aller de l'avant, désormais, pour reconstruire notre destin commun sur la terre de nos ancêtres. Ensemble, dans un esprit de patriotisme, donnons-nous la main pour taire définitivement nos querelles et rancœurs. Il est important aujourd'hui de travailler au recouvrement de l'intégrité territoriale, à la reconstruction et à la promotion d'un environnement favorable à l'épanouissement durable pour tous. Par ces mots, Compaoré a appelé les Burkinabés à se donner la main dans un esprit de patriotisme pour définitivement faire taire les querelles et les rancœurs. Dans son propos,
Le tombeur de Sankara a souligné que le Burkina Faso est plongé depuis quelques années dans l'une des plus graves crises de son histoire qui va jusqu'à menacer son existence. Caractérisées par des attaques terroristes d'une rare violence, ces crises ont causé des milliers de morts et des déplacements massifs. J'appelle tous nos compatriotes, les filles et fils du pays, de l'intérieur comme de l'extérieur, à une union sacrée, à la tolérance, à la retenue, mais surtout au pardon pour que prévale l'intérêt supérieur de notre nation. Invité par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba il y a quelques semaines, dans le but de sceller la réconciliation nationale, cette visite a suscité une pluie de critiques au sein de la classe politique et de la société civile qui estiment que la réconciliation ne doit pas être un synonyme d'impunité. Et nous restons avec Blaise Compaoré qui visiblement peine à convaincre de l'avis de nombreux observateurs de la scène politique burkinabé qui se sont penchés sur le contenu justement de cette missive dont vous avez eu l'occasion tout à l'heure d'avoir quand même un morceau choisi, missive dans laquelle justement il demande pardon au peuple pour les actes commis durant son magistère. C'est du moins ce qui ressort de ce reportage que nous signe Assam Zili. Mes chers compatriotes, pour ma part, je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leurs familles de m'accorder leur pardon. Condamné par contumace à perpétuité par la justice de son pays pour son rôle majeur dans l'assassinat de Thomas Sankara, l'ex-président Blaise Compaoré, depuis son exil ivoirien, a envoyé un message au peuple burkinabé dans lequel il demande pardon pour tous les actes commis durant son magistère et plus particulièrement à la famille de son frère et ami Thomas Sankara. De l'avis de certains observateurs de la scène politique burkinabé, l'ancien dirigeant, âgé aujourd'hui de 71 ans, à travers cette missive, se moque à la fois des Burkinabés, de la famille Sankara et des panafricains et démocrates. Pour ce qui est de son rôle dans l'assassinat de Sankara, il donne l'impression que son ancien compagnon d'armes fut tué pendant qu'il était au pouvoir, puisqu'en effet, les actes dont il implore la clémence du peuple sont ceux commis durant son magistère, en indiquant que son pays vit depuis quelques années l'une des crises les plus graves de son histoire, qui menace jusqu'à son existence même. Il semble indiquer que la révolution populaire du 31 octobre 2014, qui a occasionné son départ du pouvoir, fut une erreur, et il se positionne de ce fait en tant que sauveur pour sortir son pays de l'ornière. D'autres avis émettent l'idée d'un retour au bercail de l'ancien président, un retour qui semble inéluctable dans le cadre du processus de réconciliation nationale initié par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'actuel président de la transition. Malgré la teneur de ce courrier lu par le porte-parole du gouvernement burkinabé, Lionel Bilgo, en présence de la fille de Compaoré, il est important, selon certains acteurs de la scène politique burkinabé, que l'ex-dirigeant, condamné à perpétuité, exécute sa peine. Pour ce qui est du pardon à la famille Sankara, il sait où elle se trouve. Il connaît le chemin qui mène à ces dernières, qu'il s'y rende personnellement. Et nous restons en Afrique de l'Ouest cette fois-ci pour parler de toute autre chose. C'est bien sûr du côté du Mali et parler justement de la visite du secrétaire général adjoint de l'ONU. Vous l'aurez certainement compris. C'est bien sûr l'affaire relative à ces soldats ivoiriens qui avaient donc été
interrompu. C'était bien évidemment au début du mois de juillet, du côté bien sûr de l'aéroport de Bamako. Il se trouve alors que les militaires donc au sommet de l'État malien ont demandé à l'ONU des explications sur la situation des détenus ivoiriens depuis donc 2 semaines accusés d'être des mercenaires. Comme réponse, la MINUSMA a donc reconnu des dysfonctionnements justement après l'arrestation des 49 militaires ivoiriens à Bamako au début juillet. Des précisions dans cet élément. L'affaire des 49 soldats ivoiriens au Mali semble ne pas s'achever de sitôt. Du moins, pas tant que lumière ne sera faite. Et c'est ce que tente de faire la MINUSMA près de 2 semaines après l'interpellation le 10 juillet dernier de 49 soldats ivoiriens à Bamako. Une première ébauche d'explication pour la MINUSMA sur son implication ou non de cette irruption de soldats ivoiriens a donc été faite. En visite de 5 jours au Mali, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix a donc co-animé avec le ministre des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop, un point de presse. C'était bien sûr le mardi 26 juillet 2022 à Koulouba. Dans son message, M. Jean-Pierre Lacroix n'a pas évoqué proprement dit le cas des 49 soldats ivoiriens dont la gestion sous-entend un semblant de dysfonctionnement au sein de la MINUSMA. À en croire une note verbale de la mission onusienne, il apparaît que certaines mesures n'ont pas été suivies et la mission s'efforce de mieux comprendre comment ces dysfonctionnements ont pu se produire afin d'éviter qu'ils ne se reproduisent à l'avenir. La MINUSMA note que les éléments ivoiriens ont été déployés à Sénou, Bamako, pour assurer la sécurité à la base de la NSE allemand dans cette même localité au lieu de Tombouctou au nord du pays où est basé le contingent ivoirien de la MINUSMA. Toujours, selon la dite note, la MINUSMA n'a pas connaissance d'un contrat entre l'Allemagne et des tierces pour la protection de la base allemande de NSE, poursuit ainsi la note verbale. Elle précise aussi qu'elle n'a pas été informée de la présence et du nombre de NSE de la Côte d'Ivoire. Cependant donc, en recoupant des documents internes, la MINUSMA estime que le détachement ivoirien s'élève à 50 hommes et femmes. Des déclarations qui vont donc ainsi en contradiction avec la position ivoirienne qui affirme que ces soldats devraient prendre la relève d'autres Ivoiriens déployés au Mali en tant qu'éléments nationaux de soutien. Une procédure de l'ONU permettant ainsi au contingent des missions de maintien de la paix de faire appel à des prestataires extérieurs pour des appuis logistiques. Dans le même sillage, Alassane Dramane Ouattara a exigé la libération de ces soldats qui, selon lui, ont été arrêtés injustement. Et nous restons au Mali pour parler des problèmes sécuritaires, mais également parler de cette résurgence des attaques terroristes qui de plus en plus sont pignon sur rue dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Une situation justement qui pose donc sur la table la fameuse question de savoir si le pays appelé Mali ou encore si justement l'équipe Assimi Goïta, du côté bien sûr du palais présidentiel, ne serait donc pas victime d'une sorte de sabotage. Élément de réponse avec vous, Siken Doumbé. Lorsque le pouvoir de transition au Mali annonçait le 2 mai dernier rompre ses accords de défense avec la France et ses partenaires européens, plusieurs observateurs de la scène politique internationale alertaient sur un climat sécuritaire agité dans les prochains mois. En effet, quelques semaines, voire quelques jours plus tard, les attaques terroristes se sont multipliées dans le pays. Dernière en date, ce mercredi 27 juillet, où l'armée malienne a annoncé avoir été victime d'attaques terroristes simultanées dans les régions de Nara, près de la frontière avec la Mauritanie, et de Ségou, dans le centre. Il faut également noter que ces dernières semaines, plusieurs camps militaires ont été visés par des attaques terroristes et attentats à la voiture piégée. Le jeudi 21 juillet dernier, 3 militaires et 3 terroristes ont été tués dans des attaques simultanées dans plusieurs localités. Le lendemain, c'est un militaire et 7 terroristes qui ont trouvé la mort dans une attaque à la voiture piégée
contre l'installation de la direction du matériel des hydrocarbures et de transport des armées à Kati, près de Bamako. Si le Mali est un pays qui a longtemps été la cible d'attaques terroristes, il faut dire que depuis l'arrivée des militaires au pouvoir qui ont décidé de faire appel à la Russie, plusieurs groupes terroristes ont été mis en déroute et le pouvoir en place étend de plus en plus son autorité, contrairement aux années précédentes. De l'autre côté, le 14 juillet dernier, toutes les rotations des contingents et militaires policiers de la MINUSMA ont été suspendues par les autorités maliennes. Le contexte de sécurité nationale a été argué. Une décision qui s'applique jusqu'à l'organisation d'une réunion par la partie malienne, dont la date n'a pas été communiquée, pour faciliter la coordination et la réglementation de la rotation de ces contingents. Le Mali, qui s'est détourné de la France et de ses partenaires, et s'est plutôt tourné vers la Russie, pourrait alors devenir la cible de sabotage. L'objectif serait de lui faire revenir sur ses choix et de renouveler ses accords avec les anciens partenaires. Une tentative qui est vouée à l'échec selon les analystes, car selon eux, le Mali n'a pas encore joué toutes ses cartes. Et voilà, après l'Afrique de l'Ouest, cap à présent en Afrique centrale. Et nous l'annoncions également en titre, l'après donc tête-à-tête entre son Excellence Paul Biya, chef de l'État du Cameroun, et bien sûr M. Emmanuel Macron continue de faire parler, et donc notamment au sujet de la transition au sommet de l'État, qui était donc l'un des points majeurs de la rencontre, bien sûr, entre les deux homologues. Et donc la conférence de presse présidée par les deux chefs d'État n'a non seulement pas permis aux journalistes d'y voir un peu plus clair, mais a suscité de vives réactions justement au sein des partis politiques de l'opposition qui estiment alors qu'il est plus que jamais temps pour le chef de l'État de cesser d'entretenir le flou sur ce qui attise tant de convoitises. Guéné s'est penché sur cette problématique de gouvernance au Cameroun. Voici son reportage. En interrogeant Paul Biya, le président du Cameroun, sur une éventuelle transition au sommet de l'État, Amélie Tulette s'attendait à tout, sauf à cette réponse. Espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération porte les couleurs du RDPC à la prochaine présidentielle? Comme vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Mais autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Sekeda, oui, effectivement, il reste. Pour ceux qui affectionnent tant la langue espagnole, une façon courtoise de renvoyer les journalistes dans l'article 6 alinéa 2 de la Constitution camerounaise. Les ambitieux de tous bords, y compris dans son propre camp, devront donc prendre leur mal en patience pendant 3 ans, au moins, si on s'en tient à la nouvelle théorie de la soustraction, le temps légal qu'il reste à Paul Biya pour achever l'actuel mandat et donner un peu plus de clarté à l'horizon politique. Un point de vue pas forcément partagé par les principaux partis d'opposition qui estiment que le chef de l'État doit cesser d'entretenir ce flou à l'heure où les convoitises se font de plus en plus ressentir. La lutte des clans qui aspirent à la succession est féroce. Toute indication du chef de l'État risque peut-être d'envenimer davantage la situation. Donc je crois que, compte tenu de ce que lui, il a comme idée de l'affaire, il faudra attendre encore longtemps. Mon sentiment est, quand on écoute son entourage, tout est mis en œuvre pour qu'il se représente en 2025. Sauf si la pression à l'intérieur du pays l'amène à envisager une solution différente. Ce qui nous inquiète, c'est que cette guerre de clans puisse entraîner des hordes de Camerounais à soutenir tel ou tel camp, dont à déclencher des bagarres qui pourront entraîner le pays vers la dérive. Alors si j'avais un conseil à lui donner, l'avenir de notre pays ne peut être garanti que s'il y a une ouverture politique. Il faut créer une dynamique d'union
que le chef d'État à comprendre, qui permettrait un peu de changer de cap et permettre que notre pays sorte un peu de l'ornière. Une lutte de classe féroce, un président inamovible et indéboulonnable, reconforté par ce qu'il qualifie en 2018 de la force de l'expérience, des faits qui nous poussent à soutenir Mordicus que la scène politique camerounaise promet d'être particulièrement mouvementée d'ici 2025. Nous sommes à présent à Douala pour parler de la communauté urbaine de Douala, ville donc éponyme de la capitale économique du Cameroun, où justement les grands conseillers préparent déjà la session ordinaire du deuxième trimestre. Ce sera donc pour le 29 juillet prochain que va donc se tenir cette évaluation au 30 juin 2022 du niveau de l'exécution du budget de l'exercice 2022. Et donc, en prélude à ce rendez-vous communautaire, les conseillers de la communauté urbaine de Douala sont descendus justement le 26 juillet 2022. Plus de détails avec vous, Fond Noira. Près de 11 sites au menu de la descente des conseillers de la communauté urbaine de Douala le mardi 26 juillet 2022. Malgré les intempéries, ces élus du peuple n'ont pas manqué à l'appel. Une descente qui s'inscrit dans le cadre d'une visite des différents chantiers en cours dans la ville capitale économique du Cameroun, un prélude à la session ordinaire du deuxième trimestre consacrée à l'évaluation au 30 juin 2022 du niveau d'exécution du budget de l'exercice 2022 du Conseil de communauté. Cette session du Conseil est prévue pour voir le déroulement des travaux mis par cours. Et vous savez que nous sommes en pleine saison des pluies. Et donc c'est ce qui fait que les chantiers que nous avons visités n'avancent pas à la vitesse souhaitée, particulièrement ce qui concerne le transfert des ordures ménagères qu'on a vu à Youpoué, qui est exécuté à 60%. Pour nous, au Grand Conseil, nous allons avoir un avis définitif à la fin de l'exercice. Mais pour le moment, nous pensons que les chantiers que nous avons visités répondent à peu près aux attentes que nous avons. Pour l'exécutif communautaire, l'objectif est de rendre la ville de Douala plus attractive. L'état d'avancement des travaux de plantation d'arbres dans la ville de Douala, nous sommes satisfaits parce que c'est un projet qui a commencé depuis 2020. Et pour 2020, nous avons déjà lancé, comme ici à Bonabéry, la plantation de 1000 arbres. Bonabéry en aura plus de 500 et chaque arrondissement va bénéficier de cet arbre. Ce que je voulais dire, c'est que le maire Dr Roger Massadine devait personnellement venir voir l'état d'avancement, mais cette activité a été reportée à la demi-quinzaine, à la quinzaine du mois d'août. Et je crois que ce sera mieux organisé. Si c'est un chantier, notamment sur la route en construction entre Bonandoumé et Bonaléa, dans le 4e arrondissement de la ville, de nouvelles technologies sont proposées au regard de la situation géographique. Il s'agit d'un matériau composite de géocell néologie. Donc c'est une membrane alvéolaire. Donc on va mettre sur la chaussée avec le matériau. La caractéristique principale de ce matériau-là, c'est que ça renforce les capacités géotechniques du sol et ça réduit les épaisseurs. Au cours de cette descente, l'on a engagé le projet de plantation de nouvelles arbres pour améliorer l'environnement de la ville. Toutefois, espérons que les 10 chantiers trouveront une fin honorable et certainement seront validés au cours du futur conseil de communauté. Et en espérant véritablement que ces travaux pourront alors durer sur le temps et que quelques mois après, l'on ne se retrouve justement pas sur les mêmes chantiers. Et puis, nous allons sortir de ce journal sur For You Télévision avec bien sûr une autre perspective. Il s'agit du sommet des États-Unis Afrique. Et donc, les 13 et 15 décembre prochains se tiendra donc à Washington, aux États-Unis,
ce sommet États-Unis-Afrique. Selon les organisateurs, cette rencontre de haut niveau connaîtra la participation active des dirigeants africains. Elle a donc pour objectif principal la promotion d'un nouvel engagement économique, le renforcement des liens et des engagements pris entre les États-Unis et l'Afrique. Ceci donc en faveur de la démocratie et des droits humains pour atténuer l'impact justement de la Covid-19 et des futures pandémies. Et c'est sur ce que nous refermons cette édition du Grand Journal sur For You Télévision. Vous avez été nombreux à suivre justement cette édition et juste derrière, dans une trentaine de minutes exactement, ne manquez pas justement l'entretien du Premier ministre tchadien, M. Padaké. Juste par la suite, nous ferons revivre l'arrivée, ou du moins le séjour d'Emmanuel Macron du côté du Bénin. Bonsoir.